Cyril Bonin, donc auteur de bande dessinée. En fait, j'ai démarré en 99 avec la série Fog, qui compte 8 tomes, qui était au départ une histoire en 2 tomes, et puis finalement on a eu l'envie de poursuivre l'aventure avec le scénariste Roger Saiter. Et puis, mais bon, dès le départ j'avais envie d'écrire mes propres histoires, et donc cette envie s'est fait de plus en plus pressante au fil de la série, et puis sur le dernier diptyque avec Roger, suite à des petits désaccords, je me suis dit allez, je pense que c'est le bon moment là pour me jeter à l'eau. Et voilà, et donc j'ai écrit un premier diptyque qui était une comédie policière qui est sortie chez Dargaud, qui s'appelle Chambre Obscure, qui était un peu dans l'esprit des aventures d'Arsène Lupin, Rouletabille, ce genre de roman. Et puis ensuite j'ai réalisé une adaptation d'un roman de Marcel Aimé, La Belle Image, chez Futuropolis. Et donc en fait, je dirais que ce qui m'intéresse surtout, c'est d'explorer la psychologie des personnages, les relations humaines, dans des récits intimistes et souvent avec une petite pointe de fantastique qui vient justement un peu bouleverser la vie des personnages et qui sert souvent un peu de révélateur de certains traits de leur caractère, etc. Donc par exemple dans la belle image, oui, le personnage change de visage du jour au lendemain sans qu'on sache pourquoi, et il devient beau. Donc ça pose différents problèmes. D'abord un problème pratique puisqu'il ne peut pas rentrer chez lui, il ne peut pas retourner à son travail, puisqu'on ne le reconnaîtrait pas. Mais comme il est devenu beau, ça lui ouvre d'autres perspectives. Il peut séduire enfin la belle voisine qu'il ne faisait que croiser auparavant, etc. Et puis dans Time Before, qui est sorti il y a quelques temps, c'est un jeune photographe new-yorkais, photographe de mode, qui sauve un vieillard qui est agressé par des malfrats, et pour le remercier, le vieil homme lui offre un talisman qui lui permet de voyager dans le temps, c'est-à-dire de faire mais uniquement dans sa propre vie, c'est-à-dire il ne peut pas remonter à la préhistoire ou à l'Antiquité, etc. Il ne peut remonter que dans sa propre existence et pas plus loin que le moment où il a reçu ce talisman. Et l'idée étant de pouvoir revenir sur les événements, sur le cours des événements, et modifier ce qui ne va pas. Et afin de corriger sa vie pour avoir la vie la plus parfaite possible. Puis surtout, le personnage contrôle ses retours dans le temps, et donc il ne les subit pas. Donc ce qui est ce qui permet vraiment de mettre en avant les choix qu'on peut faire dans la vie. Et au final, le personnage va se rendre compte que certains handicaps, certains accidents de la vie peuvent s'avérer finalement positifs par la suite, et qu'il faut accepter finalement de lâcher prise par moments et accepter que les choses nous arrivent et de ne pas tout contrôler. Amorostasia, c'est également, donc voilà, il y a un postulat fantastique. C'est une épidémie qui se répand d'abord dans Paris, ensuite dans la France entière et dans le monde, et qui ne touche que les personnes amoureuses, qui se retrouvent pétrifiées sur place. Elles sont encore vivantes, mais statufiées. Et donc cette épidémie a un double effet un peu paradoxal. C'est d'une part, d'un côté on a les gens qui en ont peur et qui ont peur de se pétrifier, et d'autre part on a les gens qui sont par exemple en couple et qui ne se pétrifient pas et qui se demandent pourquoi. Donc c'est l'occasion de s'interroger sur le sentiment amoureux, sur la relation de couple, l'habitude qui peut s'installer, sur la différence entre l'amour et l'amitié, ce genre de choses. Au départ, c'est vrai que c'était prévu pour être un one-shot,
Et en cours de route, il s'est avéré que je me suis rendu compte qu'il y avait encore plein de choses à dire, plein de possibilités. Et donc j'ai proposé un tome 2 à Sébastien Nédig chez Futuropolis. Et puis et là par contre, dès le départ, à l'écriture du tome 2, je savais qu'il y aurait un tome 3 qui viendrait clôturer l'histoire. Sauf que bon, j'ai laissé le projet un petit peu de côté parce que j'avais envie que ça mûrisse aussi et j'avais d'autres envies peut-être plus pressantes entre guillemets. Donc ça s'est pas fait tout de suite, mais voilà, donc c'est en cours, le scénario, le découpage sont écrits et j'ai décidé une vingtaine de pages. Ça devrait sortir courant 2017. Voilà, l'adaptation de La Délicatesse. Comme pour La Belle Image de Marcel Aimé, en fait, c'est un roman dont je suis tombé amoureux, à la fois sur le fond et sur la forme. Pratiquement. C'est-à-dire que j'ai aimé l'histoire et j'ai aussi beaucoup aimé l'écriture de Fuenquinos. Je me suis un peu reconnu dans sa manière d'écrire, dans certaines réflexions et puis dans certains personnages, notamment le personnage de Marcus, qui est un peu introverti, timide. Et donc, en fait, on m'a dit un jour que j'étais matérialiste, en plaisantant, mais je pense que c'est vrai, et c'est-à-dire que la lecture de La Délicatesse a suscité en moi des images et que j'avais envie de concrétiser ces images et je ne pouvais pas me contenter de les avoir en tête, j'avais vraiment besoin de les coucher sur le papier. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Et puis, ceci dit, la découverte du roman, en fait, c'est fait tout simplement par la lecture de la 4e de couverture, qui décrit une scène du début de l'histoire, qui est la rencontre entre Nathalie et François, et où donc ils vont dans un café, et François pense, si elle prend un café, c'est un peu banal, si elle prend un thé, ça sent déjà les dimanches au coin du feu en famille, ennuyeux. Non, l'idéal ce serait qu'elle prenne un jus de fruits, mais quel type de jus de fruits jus de pomme c'est trop classique, un jus d'abricot ce serait parfait, si elle en prend un, je l'épouse. Voilà. Et c'était tout à fait le genre de réflexion que je pouvais avoir quand j'étais adolescent par exemple, à faire des plans sur la comète comme ça à partir de petits détails. Sauf que là ça marche, contrairement à mon expérience. Et j'ai essayé d'être au plus près du roman, au point de vue de l'histoire et au niveau du texte également, c'est-à-dire comme pour La Belle Image, c'est des romans que j'ai beaucoup aimés et et j'avais vraiment envie de montrer, d'être dans l'histoire et également de rendre hommage aux mots et au texte de Fuenquinos. Oui, en fait, il m'a dit qu'il avait adoré l'adaptation. Donc voilà. Il n'a pas du tout été interventionniste, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il a accepté le projet, il m'a dit je te fais entière confiance. Ce qui me convenait tout à fait. Ce qui me nourrit principalement le cinéma et la littérature. La bande dessinée m'a nourri quand j'étais enfant et adolescent, mais plus on en fait, moins on en lit, en tout cas en ce qui me concerne. D'une part parce qu'on a moins le temps, d'autre part parce que c'est peut-être une manière aussi de se protéger, et puis à partir du moment où on crée son propre univers, on devient peut-être un peu plus hermétique à d'autres univers. Et puis c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que si on est dans son propre média, on est influent. Être auteur, c'est aussi être un peu une éponge, être à l'écoute du monde qui nous entoure. Donc voilà. Si on lit trop de bande dessinée pour faire de la bande dessinée,
on est influencé. Et voilà. Donc c'est peut-être une manière de me préserver. Pendant longtemps c'était Moebius. Parce que pour moi c'était vraiment, je pense aux yeux de la plupart des dessinateurs dessinés, voilà, c'est le maître absolu, parce qu'il a une maîtrise du dessin, etc., qui est hors du commun. Mais voilà, avec quelque chose d'assez spontané, et naturel, mais au final, je sais pas, maintenant je dirais que je sais pas, je suis un peu sorti des influences d'autres auteurs de bande dessinée. Donc je regarde de loin et il y a plein de choses très très intéressantes à tous les niveaux, graphiques ou narratifs, etc. Mais ça m'influence pas. Et sinon, si pour revenir à la question précédente, quand même la première chose qui m'influence et qui m'inspire, c'est le monde dans lequel on vit, et c'est le quotidien. Pour Amorostasia, l'idée est venue en fait d'une réflexion toute simple, qui est quel dommage de ne pas pouvoir retenir les moments heureux. Donc l'idée de départ, c'était d'ailleurs d'avoir une épidémie qui figerait les gens heureux. Et finalement, je me suis dit, tiens, je vais recentrer un petit peu sur, plutôt que les gens heureux, sur les gens amoureux. Et pour Time Before, l'idée c'était l'envie qu'on peut tous avoir de mener la vie la plus parfaite possible, et d'avoir une belle maison, une belle voiture, une vie de famille épanouie, un bon travail, etc. Et la thématique finalement du temps est venue se greffer après, parce que je me suis dit, tiens, quel serait le meilleur moyen de mener une vie entre guillemets parfaite? Ce serait de pouvoir revenir en arrière dans le temps et corriger les fautes de parcours.